to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous renouons le dialogue avec l'auteur Quentin Victory-Lédier qui était venu 4 fois, parce que je pensais 3 fois, mais en fait c'est 4 fois. La dernière fois c'était pour ce très très beau livre autour de John Cassavetes où vous aviez utilisé un style très atypique, très particulier, c'était, je trouvais magnifique, édité chez Leitmotiv. Et aujourd'hui vous revenez parce que vous avez créé un podcast audio qui a pour titre Un bien triste métier. Et très simplement, vous questionnez alors de votre position de regardeur de films, critique de films, analyse de films, mais aussi professeur, et vous questionnez tout simplement comment le cinéma sollicite, se réapproprie, questionne l'école. Et donc, il y a à peu près 12 épisodes, dont une espèce de post-scriptum, donc ce que vous me disiez hors caméra, c'est le 13e. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir écouter, donc accéder à ce podcast. Et je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment, vraiment passionnant. Donc, merci d'être là. Et comme d'habitude, la première question, comment allez-vous ? Bah, ça va. Alors après, il se trouve que on enregistre cette émission un soir de semaine, donc vous avez face à vous un professeur épuisé à quelques jours des vacances, donc normalement dans le pire état mental et de fatigue dans lequel je puisse être. Donc là, vraiment, c'est parfait que ce soit ce soir pour pouvoir en parler, parce que voilà, là, je suis tel qu'en moi-même, là. Et en plus, dans le podcast, il y a beaucoup de moments, il y a des moments, j'allais dire beaucoup de moments, c'est pas très français ça. Il y a des moments effectivement où ça parle beaucoup de fatigue, de lassitude par rapport à certaines, par rapport à comment le cinéma parfois peut questionner tout ça. Donc la première véritable question qui est basique, mais qui essaie, on a dû vous la poser, je pense, des centaines de fois, mais quand même, moi je vous connais surtout en tant qu'écrivain de cinéma avec des livres, et là il y a un podcast audio, donc est-ce que c'est délibéré le choix d'un podcast et plus spécifiquement l'essai audio pour traiter d'un sujet aussi vaste? Est-ce que vous aviez besoin de cette forme-là ou est-ce que ou alors c'est beaucoup plus complexe que ça? Alors, c'est un peu plus compliqué, effectivement. J'aimerais vraiment pouvoir dire que je l'ai pensé comme un podcast, mais ce serait évidemment mentir, puisque le livre, enfin, oui, je dis encore le livre d'ailleurs, c'est bien la preuve que c'est pas encore complètement passé cette histoire, parce que c'était écrit pour être un livre, c'était un livre qui était prêt à être édité, simplement, comment le dire sans froisser personne, simplement. Le temps passait, le livre ne sortait pas et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En fait, pour reprendre, un terme un peu Jones, je me suis fait ce qu'on appelle ghoster, en fait, par mon éditeur, sans du tout savoir pourquoi, puisque c'est quelqu'un avec qui j'entretenais des relations, je crois amicales, depuis un certain nombre d'années et n'ayant pas de nouvelles, ne sachant pas ce qui se passait, j'ai décidé d'arrêter, de dire que bon, le livre sortirait pas et hem et ça m'embêtait évidemment un petit peu de jeter tout à la poubelle, quoi. Parce que là, autant je m'amusais dans notre dernière émission, je crois, à dire que les livres m'avaient pris de moins en moins de temps à écrire. Là, c'est quand même un travail que j'ai commencé peu de temps après le Cassavetes, donc ça fait, je crois, au moins 2 ans, enfin même peut-être plus, parce que je sais que, enfin, je fais référence à des films qui sortent et que j'ai rajouté dans le texte et qui sont déjà aujourd'hui anciens, qui ont déjà 1 an et demi. Donc le livre, il était déjà prêt il y a 1 an ou 1 an et demi, quoi. Bon. Et tout ça pour dire que peut-être parce que j'avais à l'époque aussi l'émission Ouvert pour Inventaire, où j'avais appris finalement un peu tardivement à mon âge, hein, comme il était assez facile finalement de mettre des choses audio en ligne. Bon, on m'a soufflé cette idée de faire en fait un livre audio, tout simplement. Et je dois dire que aujourd'hui, je me demande pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et même pour d'autres projets, tant je vois une différence majeure avec les livres. En fait, c'était, je vais dire un truc très bête et très évident, mais c'est que il y a des gens qui ont jamais lu le moindre de mes livres qui me parlent du podcast aujourd'hui. Ouais, je comprends. Et cette facilité avec laquelle les gens peuvent écouter ou ne pas écouter, mais se transmettre aussi le podcast, en parler autour d'eux, je suis à peu près certain que c'est jamais arrivé pour aucun de mes livres. Voilà.
Donc il y a quelque chose que je trouve vraiment très rafraîchissant dans ce format-là, enfin dans cet outil-là, en fait. Et oui, non, là, je suis un peu bouche bée par ce que j'entends, parce que, enfin, c'est pas la première fois que je l'entends, ça, en fait. C'est ça la chose. Donc, est-ce que. Mais en même temps, c'est drôle, entre parenthèses, parce que quand on vous écoute dans le podcast, le ton que vous adoptez dans ce podcast, parfois, c'est entre une espèce de lucidité amère, témoignage personnel, ça a beaucoup, et voire même de l'ironie. Donc, ça dit aussi quelque chose de vous au moment où vous le faites, ce podcast. Oui. Et justement, ce qui était assez étonnant, parce que bon, il est tout frais, le podcast. Il est en ligne depuis 1 mois et demi. Je l'ai enregistré tout début du mois de mars. Et en relisant pour l'enregistrer, en relisant des textes qui avaient déjà pour certains 1 an et demi, 2 ans, bon, je me suis évidemment rendu compte qu'ils étaient encore très très actuels, et surtout qu'il rallumait en moi. Bon, c'est pas tellement que ça s'était éteint, hein, parce qu'en 2 ans j'avais continué mon travail, mais disons que c'était toujours les mêmes choses, quoi, qui me ranimaient. À la fois les choses qui m'amusent et qui font peut-être que je tiens encore un petit peu la route dans ce métier, parce que il y a encore des choses dont on arrive à s'amuser, et c'est heureux. Et puis d'autres choses où je me dis comment est-ce que c'est possible, ça c'est quelqu'un qui me le demandait récemment d'ailleurs, comment est-ce que c'est possible d'écrire ces choses-là, d'enregistrer ces choses-là, et pourtant de continuer à faire ce métier. Oui, ça, on va en parler beaucoup de ça d'ailleurs. Mais revenons un peu, juste, je reviens un peu sur ça, sur ce que permet le son que l'écrit ne permet pas, pour le coup. Ah oui. Ce que vous m'avez dit, c'est uniquement cet aspect-là, ou il y aurait peut-être d'autres choses aussi? Je ne parle pas par rapport à votre éditeur, je parle par rapport au fait que vous me disiez, voilà, qu'il y a des gens qui viennent vers moi alors qu'ils n'ont peut-être jamais lu les livres. Mais est-ce que le son permet aussi autre chose que l'écrit ne permet pas? J'ai l'impression, effectivement, là, je dois avouer tout de suite qu'il y a une chose moi, je n'écoute pas de podcast. Donc, c'est vrai que quand on m'avait parlé de ça, je m'étais dit, mais ça va concerner, ce ne sera pas du tout mon cœur de cible. Les rares personnes qui lisent mes livres écouteront jamais ça. Enfin, c'était l'image que j'en avais. Et parce que moi, je suis pas sûr de trouver la patience et le temps d'écouter quelqu'un lire un livre pendant 5h30. Et je vois l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens y vont, les gens l'écoutent, alors chacun à leur rythme, c'est le principe du podcast, peut-être petit bout par petit bout. Il y a des gens qui me disent, je fais ça en allant faire les courses, en faisant du sport, que sais-je. Et puis il y a un autre élément qui, là, est pour le coup intéressant pour moi, c'est que parfois on me disait dans l'écriture, on t'entend quand on lit le texte, mais ça marche pour les gens qui me connaissent. Et de lire le texte, ça permet peut-être justement de mieux faire sentir l'ironie à certains endroits. Parfois, le texte, c'est le principe de l'ironie, on peut passer à côté. Et la lecture orale, donc, offre peut-être une meilleure lisibilité finalement quant à ce que je veux vraiment dire. À quel moment vous avez senti que ce projet dépasserait la simple critique de film? Jour 2, je pense, très rapidement. Très rapidement. Déjà, si, oui, très, très rapidement, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai choisi surtout d'écrire ça, contrairement à mes livres précédents d'ailleurs, plutôt en réaction ce coup-ci, et non plus pour dire à quel point j'aimais telle et telle chose, là, je sentais bien que forcément j'allais être obligé de parler de mon expérience professionnelle pour pouvoir attaquer d'une certaine façon ces films qui me déplaisent tant pour certains, parce qu'il y a quand même des films, je crois que… Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Bien sûr. mais c'est vrai que très vite, forcément, je me rendais bien compte que j'allais être en fait au milieu, et j'avais d'ailleurs la crainte que ça puisse aussi me porter préjudice, parce que je crois que c'est ce que je dis au début, mais je n'ai pas plus de légitimité qu'un autre prof à faire ces critiques-là, mais j'en ai probablement plus que beaucoup de gens qui ne sont pas profs et qui parlent de l'école. Et c'est vrai qu'on pourrait probablement… Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais on pourrait me dire, oh, t'es salaud quand même, t'as parlé de certains films en disant du mal, alors que nous, on les a adorés, ou que justement, c'est ces films-là qui nous ont donné envie de faire ce métier. Bon, pour l'instant, je me suis tenu relativement à l'abri des critiques comme ça, mais ce serait le jeu. En tout cas, je les prendrais pour ce que… Ce serait tout à fait normal que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi. Dernière question sur la cuisine interne, sur la démarche, tout ça, parce que moi voilà, j'ai eu la possibilité de vous lire, et le dernier livre que j'ai lu de vous, c'était sur Cassavetes.
Et déjà, on avait beaucoup parlé de votre style que j'avais trouvé, que je trouvais plutôt changeant. Et parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, il n'y a pas, en fait, ça ne parle pas que de Cassavetes, ça parle de vous qui réfléchissez le monde en même temps que vous réfléchissez les films de Cassavetes. Et moi, j'avais trouvé ça juste utile en fait. Et j'ai l'impression qu'on va vers ça, avec vous, hein. Même au niveau de ce podcast, le fait déjà que vous ayez un podcast studio, bon, il s'avère que c'est parce qu'il s'est passé des choses, et j'espère que les choses vont se régler, je le souhaite en tout cas. Mais, mais si on retire ça et qu'on essaye d'analyser un petit peu maintenant votre démarche filmique ou analytique, il y a quelque chose où la subjectivité est en train de prendre place dans votre rapport au cinéma. Dans votre rapport au cinéma en tant que celui qui écrit sur le cinéma ou qui questionne le cinéma. Oui, oui, bah, je pense que là, j'arrive d'ailleurs un peu au bout de ça. C'est-à-dire que le principe avec les post-scriptum que je pourrais ajouter à ce podcast, déjà, alors pour moi, c'est une liberté dont je ne me suis pas vraiment encore emparé par manque de temps et puis aussi par manque peut-être d'inspiration. Mais c'est vrai que le médium livre, que j'affectionne évidemment par-dessus tout, mais a plein de problématiques pour moi, enfin plein de problèmes. La temporalité déjà. C'est-à-dire que ça va jamais assez vite pour moi. Et c'est vrai que d'avoir maintenant la possibilité de pouvoir enregistrer un jour et mettre en ligne un nouveau chapitre dès le lendemain, pour moi, ça n'a pas de prix. Peut-être que pour moi d'ailleurs, mais je n'en pouvais plus d'attendre en fait. Et le livre, ça va trop lentement pour moi. Il y a un autre facteur, je m'éloigne un peu de la question, mais après j'y reviens. Il y a l'autre facteur, c'est la gratuité. Ça me fait un bien fou, mais un bien fou de savoir que les gens écoutent ou écoutent pas, mais que pour les gens qui écoutent, ils n'ont pas à débourser le moindre centime. Parce que c'est vrai que je finissais par un peu le porter sur mes épaules, le fait que les livres sur le cinéma sont en plus un peu chers parce qu'ils sont beaux. C'était quelque chose qui, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui les achètent pour faire plaisir. Ça fait parfois un peu mal au cœur. Donc après, pour revenir à la question, je m'étais un peu dit que ce serait probablement de toute façon mon dernier texte sur le cinéma parce que j'avais commencé cette expérience de vie avec Rocky, qui avait été un travail que j'avais mûri très longuement, très très longuement, et qu'enfin j'avais pu publier. Et puis bon, je me disais que voilà, je bouclais la boucle parce que maintenant j'arrivais sur mon métier vu par le cinéma, puisque c'était pas le moment de s'arrêter, quoi. Après, en tout cas, de s'arrêter, peut-être de parler du cinéma. Et je pense que s'il y a d'autres post-scriptum, en fait, ils vont de plus en plus aller en direction vraiment de l'école et sans forcément qu'il y ait encore des films en référence. Sauf si je tombe sur quelques pépites de temps en temps, hein, je ne me l'interdis pas. Voilà. Et je pense qu'il y en a en plus, parce que des films sur l'école, c'est ce que je dis à je ne sais plus quel moment, mais enfin, il en sort quand même une batterie tous les ans. Donc, on va parler de ça après. Bon, parlons du corpus cinématographique pour le coup. Sur quels critères vous avez sélectionné donc les films qui sont abordés dans les épisodes? Sur le critère doigt mouillé et je crois surtout sur. C'est un corpus, heureusement qu'il n'est pas universitaire parce qu'il est complètement biaisé. Hein. J'ai pris essentiellement les films que j'avais vus et dont j'avais un mauvais souvenir. Et puis quand même, il faut reconnaître que j'ai vu pas mal de films que j'avais jamais vus avant. Donc il y en a certains où je savais pas et bon il se trouve que à mon jugé au doigt mouillé, il passait du côté du bon ou du pas bon. Mais c'est vrai que pour certains films, c'est parce que c'était je pense notamment aux films américains du début du texte, c'est des sortes de grands classiques quoi dans la sphère un peu éducation nationale, voilà. Après il y avait des vieux souvenirs comme ça commence aujourd'hui de Tavernier, ça c'était un vieux souvenir, et alors que par exemple Une semaine de vacances, je l'avais jamais vu, je l'ai découvert pour ce livre-là. Et puis j'en ai cherché quand même un paquet, il y en a quelques-uns que j'ai vus et puis que j'ai pas conservé. Et puis voilà, après, il y a comme on dirait, il y a des films qui sont un peu tarte à la crème. Enfin, on peut difficilement passer à côté. Mais par exemple, j'ai pas pris celui de Coluche, celui je sais même plus comment il s'appelle, le maître d'école. Le maître d'école, le maître de Berry. C'était Berry, je crois. Un gros doute, oui, je sais plus. Claude Berry, je crois. Ouais, Claude Berry, je crois. Bon, il y en a quelques-uns qui vont gueuler. Mais bon, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse parce que vous savez, moi, je viens de la critique de cinéma à la base.
et de la critique écrite. Et mais j'ai vraiment une petite parenthèse que je me permets parce que je sais que je peux me le permettre avec vous. Je pense que vous avez un certain sens de l'humour. Il s'avère que lorsque le film Ça commence aujourd'hui est sorti, j'étais contemporain de ce film dans le sens où j'écrivais à l'époque et on était un groupe qui n'aimait pas trop les films de Tavernier et on avait dit en parlant de ce film que non, ça ne commence pas aujourd'hui. Au contraire, c'est même terminé depuis un certain temps. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse. Oui, mais je l'ai revu pas il y a quelques années ouais. et oui, je pense que bon, il y a des choses qui sont pas forcément si mauvaises que ça. Mais bon, Tavernier, ce serait un grand sujet. Mais alors, c'est bien parce que oui, alors il y a dans le podcast, il y a des films qui sont abordés, mais alors frontalement. La journée de la jupe, par exemple. Alors là, ça, voilà, la journée de la jupe. Et d'ailleurs, j'étais très content que vous preniez votre temps pour parler de ce film-là. Et il y a d'autres qui le sont peut-être plus obliquement, par exemple, Un métier sérieux. Et moi, ce qui m'intéresserait pour le coup, c'est, je ne vais pas vous demander est-ce que c'est au feeling, ça ne peut pas être que au feeling, il y a aussi quelque chose de l'ordre du travail, et ça, je le sais parce que je vous lis depuis un certain temps. Donc, est-ce qu'il y avait des films qui s'y prêtaient et d'autres plus ou moins, mais qu'il fallait quand même mettre sur la table? Oui, en fait, je pense qu'il y a des films qui étaient un peu, on pourrait dire, avec des gros panneaux danger. C'est-à-dire des films où il faut s'arrêter dessus. La journée de la jupe, c'est un gros chapitre parce que je me souviens d'en avoir entendu parler à l'époque, mais je l'avais jamais vu. Et je me suis dit: «Ouais, là, on peut pas le passer en soum-soum ou vite fait celui-ci, il va falloir quand même mettre les mains dedans» parce que et même en mettant les mains dedans, j'avoue que je suis toujours pas bien sûr de savoir ce qu'il faut en tirer. D'autres films et c'est peut-être un peu la précipitation après de fin d'ouvrage, c'est qu'il y a aussi les films comme Un métier sérieux qui sont arrivés justement alors là, c'est vraiment de la cuisine interne, hein, c'est que je les ajoutais en pensant que c'était pour bientôt l'édition du livre, donc je faisais des choses un peu plus courtes. Et puis bon, finalement, j'aurais pu prendre tout mon temps. Et puis, disons que c'est vrai qu'il y a ce paramètre-là qui me semble important, c'est que certains films peuvent être, à mon avis, moi, tout seul, pas forcément très réussis, ceci ou cela, mais sans présenter particulièrement de danger. C'est-à-dire que ce pas des films qui sont dérangeants. Voilà, Un métier sérieux et un film que je trouve un peu raté, d'autant que j'aime habituellement bien ce que fait le réalisateur, mais c'est pas un film dérangeant, c'est pas un film gênant, c'est pas un film dangereux dans ce qu'il véhicule. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il y en a certains où je fais une sorte de petit effet de liste rapidement et je veux pas. Et puis c'est vrai que moi j'ai ma sensibilité qui fait il y a aussi des gens que j'ai pas vraiment, même si j'aime pas, si je trouve un peu raté, j'ai pas trop envie de les écorner en fait. Une sorte de retenue, de pudeur peut-être. Je veux pas m'en prendre à l'inter entière, moi, j'ai pas ce courage. Hein. Mais alors, le fait que que la plupart des films, la majorité des films soient des films du cinéma français contemporain et peu international, voire des séries, est-ce que tout bêtement, parce que vous en parlez de votre position de prof travaillant en France, est-ce qu'il y a de Oui. cela aussi? Oui, il y a complètement de ça. Je m'en voulais aussi un peu, hein, parce que ça prouve quand même l'angle, c'est même plus un angle, enfin, le panneau noir que j'ai devant les yeux, c'est-à-dire mon ignorance complète finalement du cinéma de 98% des pays. Hein. Donc voilà, ça, shame on me. Mais aussi parce que je l'ai vu avec les films américains, enfin, il y a déjà des gens qui m'ont dit: «Oh attention parce que tu dis ça, mais tu sais le système américain». Alors je l'explique dans le livre que justement je ne connais pas le système américain, mais c'est vrai que c'est plus confortable les films français quand il s'agit de faire des parallèles parce qu'on voit trop bien comment justement d'un pays à l'autre, en fait les systèmes sont très très différents et donc le prof français qui regarde ça, sans tomber dans le panneau de se dire ça se passe pas comme ça parce qu'il pense qu'en Allemagne par exemple ça se passe comme en France, mais en fait c'est une culture qu'on n'a pas et je voulais pas non plus m'aventurer dans quelque chose dont j'ai pas des choses pour lesquelles j'ai pas les compétences. Alors, j'ai un peu plaisanté sur Tavernier, mais on va revenir un petit peu sur Tavernier quand même, parce que c'est important pour vous, Tavernier. Qu'est-ce qui selon vous, le distingue de son approche de l'école par rapport aux autres? Moi, j'ai quelque chose avec Tavernier que j'arrive pas à expliquer. C'est un peu comme un mec comme Sauté aussi, où j'ai des sortes Ouais. de ils ont une délicatesse, en fait, Mmh. hem,
Alors déjà, quand il parle en tant qu'individu, mais je trouve que Tavernier a une délicatesse dans sa façon de filmer et chez ses personnages qui, moi, m'émeut énormément. Donc ça, en plus, alors moi, quand je suis ému, que je suis comme tout le monde, hein, la grille intellectuelle ou ça saute, hein, l'émotion prend le dessus. Et donc, pour Ça commence aujourd'hui, bon, c'est vrai que Toretton, je le trouve bouleversant dans ce film. Et puis, c'est vrai que peut-être que c'est ça, ce que j'ai trouvé dans les deux films de Tavernier qui sont dans le texte, c'est qu'il peut y avoir des choses ratées et des choses aussi ratées que j'ai pas vues, parce que notamment pour Ça commence aujourd'hui, c'est l'école maternelle, donc moi j'y connais rien. Mais comme il y a quelques moments très réussis, quelque part, ça pourrait faire oublier tout ce qui potentiellement est raté. Pour prendre un exemple, c'est-à-dire dans Ça commence aujourd'hui, je prends beaucoup de temps à parler de la séance d'inspection de l'Instit. Et ça, je trouve que c'est tellement réussi, parce que ça ressemble tellement à de l'inspection dans le secondaire aussi, hein, que vraiment ça pourrait, comment dirais-je, effacer des travers qui pourraient potentiellement y avoir ailleurs. Et ça, encore une fois, j'en sais rien. Mais disons que c'est vraiment cette délicatesse dans Une semaine de vacances. C'est à la fois ce que Tavernier avait dit en tournage et que j'ai cité dans le texte, et puis aussi le discours de la copine de Nathalie Baye, enfin du personnage de Nathalie Baye à la fin du film, que je trouve mais tellement incroyable d'avoir pu écrire un truc pareil en 1980, alors qu'aujourd'hui, je pense que 80% de mes collègues pourraient dire, mais mot pour mot, ce que cette bonne femme dit à la fin du film. Moi, ça me ferait, et il ne faut pas que je le fasse maintenant d'ailleurs, mais ça me ferait chialer, vraiment, Mmh. de se rendre compte à quel point il a pu toucher juste, et que 45 ans après, on n'a pas été foutu d'arranger la situation pour les enseignants. Alors, parlons des motifs, les motifs récurrents. Il y a, vous le dites, l'idée de mythologie de l'école, la mythologie de l'école. Et ça je pense que ça traverse tout le podcast, pour le coup. Et est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour expliquer c'est quoi la mythologie de l'école selon vous? Ben alors, elle est double, ou double, je ne sais pas s'il faut peut-être pas rentrer dans ce truc-là. On va dire qu'il y a finalement deux grandes idées dans le cinéma. C'est ou bien montrer l'école de façon peut-être pire que ce qu'elle est, ou bien la montrer de façon bien mieux que ce qu'elle est. Mais dans tous les cas de figure, et ça, la matrice, c'est quand même beaucoup les films américains, Ouais. c'est ce que j'ai expliqué, ce que je dis comme des débuts difficiles et des fins heureuses. Et c'est ces trajectoires qu'on retrouve très très souvent, de montrer un ou une, de préférence une prof qui arrive dans un établissement horrible, avec des gangsters en face d'elle, mais par abnégation, force, talent, je ne sais quoi, coquillette au jambon, elle va réussir à faire en sorte que tout ce petit monde l'aime, se mette à travailler, réussisse, entre à Harvard, que sais-je, voilà. Donc là, c'est une mythologie parce que, évidemment, comme pour plein d'autres choses, et je pense notamment à toutes les séries sur la médecine ou ce genre de choses, c'est Mmh. que ça nous donne une image, et potentiellement, pour les gens un peu influençables, et j'en suis, ça nous fait croire quelque chose. Voilà. Et alors, bien sûr, on pourrait me dire, mais t'es juste toi complètement débile, parce qu'en fait, personne n'est dupe. Sauf que non. Il y a vraiment, j'en parlais encore à midi avec des collègues, il y a vraiment des gens qui ont été marqués par Esprit rebelle ou Écrire pour exister, et je ne sais pas dans quelle proportion ça les a poussés à devenir profs, mais ça existe, quoi. Et voilà, cette mythologie, c'est en tout cas, elle repose au moins sur cette chose-là, hein. C'est avec de l'effort, avec de la persévérance, on finit toujours par gagner. Voilà. Et ça, finalement, c'est proche d'une autre mythologie qui serait celle de la méritocratie, quoi. Voilà. C'est quand on veut, on peut. Mais c'est des conneries, tout le monde le sait. Et voilà, c'est un peu cette idée. Finalement, c'est un peu ça. Ces films-là, c'est l'idée que si un prof, il veut vraiment et qu'il se donne les moyens, il va réussir à embarquer tout son petit monde. Mais est-ce qu'il y a aussi, parce que le petit scénario que vous avez balancé, prof qui arrive dans un lycée, gangster,
effectivement, c'est Esprit Rebelle, c'est Michel Mmh. Pfeiffer, c'est Oui, Coolio, c'est génial, c'est tout ça, mais c'est voilà, c'est les années 90, je sais, je m'en souviens très bien de ça. Mais est-ce que, pour revenir à Tavernier, pour le coup, je dis pas que c'était mieux avant, vous me connaissez, je suis pas trop dans cette idée-là, mais est-ce que depuis quelques années, lorsque le cinéma français s'intéresse à l'école, est-ce qu'il emprunte des codifications, une forme de narration propre à un certain cinéma américain et qui fait que peut-être ça ne fonctionne pas? Là, je sors un peu du mmh, podcast, tout ça, je fais une petite digression oui, un oui, peu. oui et c'est pour ça que je ne saurais pas forcément comment répondre, mais que la question m'intéresse. Hem Parce que c'est vrai que si je scanne là le corpus de films français qu'il y a dans le podcast, c'est vrai que beaucoup de films français, tombent pas quand même dans les mêmes travers Ouais, que ces matrices, américaines. Hem, mais disons pas de façon aussi caricaturale, voilà, c'est ça. Mais en revanche, Les Grands Esprits, ce genre de film-là, mine de rien, on est quand même, dans à peu près la même trajectoire et alors après voilà, les Français peut-être veulent le faire un petit peu de façon moins visible. Ils veulent, toujours être peut-être un peu plus fins que les Américains, sans forcément réussir d'ailleurs, hein et ça crée quand même des situations, je trouve, relativement similaires, quoi. Après, il y en a quelques-uns dans le corpus et j'imagine plein d'autres que j'ai pas vus. Il y en a quelques-uns qui quand même réussissent à aller un petit peu au-delà de ça, à prendre vraiment certaines problématiques, notamment qu'on a en France, plus à bras le corps, sans forcément faire des films, comment on pourrait dire, pour blesser personne, mais je sais pas, qui soient ouais, on va le dire comme ça, en fait, qui laisse déjà la possibilité au spectateur de réfléchir, sans forcément donner les bons points ou les mauvais points. Parce que ça aussi, c'est un truc un peu dans le cinéma français quand même, où on va avoir tendance peut-être à dire, je sais pas, enfin, je caricature grossièrement, ça sera mal dit, ce sera, voilà, mais disons un film qui serait trop de gauche ou un film qui serait trop de droite, quoi, voilà, pour aller oui. vite. D'accord. Mais alors, restons sur la figure du prof héros. Est-ce que vous en parliez? Est-ce que ce que vous dites souvent, il y a cette espèce de récurrence du prof héros dans le podcast. Je crois comprendre que selon vous, ça peut être même dangereux. Ben, alors selon moi, oui, même si comme probablement tout le monde, j'aimerais être le héros, d'un certain nombre de jeunes gens, heu, voilà, c'est évident, j'ai bien conscience de la contradiction, mais c'est ce que j'explique un certain nombre de fois, je crois, dans le texte, c'est, aussi le danger, ce serait la trop grande, influence qu'on pourrait exercer sur des enfants et à ce titre-là, les films américains ou d'autres, encore une fois, ils le questionnent pas parce que ça se passe toujours assez bien et cetera. Mais en réalité, les profs, ça doit être des profs, ça reste des individus, pour certains peut-être pas forcément très fréquentables et moi je suis pas certain que si j'avais des enfants, Dieu m'en préserve, si j'avais des enfants, j'aimerais que, ils soient, sous le joug intellectuel d'un adulte que je connais même pas moi-même. Donc c'est en ça qu'effectivement je pense être, avoir peut-être une trop grande place moi j'ai des collégiens en plus, hein, donc auprès de jeunes gens, je suis pas sûr que ce serait forcément très sain non plus. Donc ça, c'est une forme de danger, je pense, oui. Il y a plusieurs épisodes du podcast qui, euh, qui évoquent, si je me trompe pas, là, il y a une espèce de la catharsis comme moteur fictionnel. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est compatible avec un traitement réaliste ou politique de l'école? C'est une excellente question. Je, mmh Elle est gratuite, elle est pour vous, hein, je vous la donne, il n'y a pas de souci. hem, C'est votre je podcast hein, qui me donne la possibilité ouais, de ah leur non, poser mais cette question. c'est C'est bien pas fait pour moi, hein. moi. C'est bien fait C'est pour moi. voilà, bien fait pour vous. Je pense qu'il y a moyen que ce soit possible effectivement parce que, faudrait voir dans quel, ouais, faudrait voir ce qu'on attend comme catharsis, quoi, évidemment. Ouais. Jusqu'à quel degré? Parce que, déjà, bon, bah, la journée de la jupe, c'est quand même assez peu probable, quoi. Hem et je dirais peut-être de voir un prof qui bah, si, ben, zut, Un métier sérieux, où je crois qu'elle gifle un gamin. Bon, bah, ça, par exemple, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Déjà parce que c'est crédible, extrêmement rare. Enfin, moi, j'en entends jamais parler. J'ai même pas des sortes de légendes urbaines comme ça, tel prof, il aurait fait ça. Alors que
Eh ben, alors là, ça tombe très bien. Pas plus tard que ce matin, il m'a fallu un trésor de je ne sais quoi pour ne pas tarter un élève, mais vraiment. Donc, je pense que on serait quand même dans le domaine du plausible. Mais bon, c'est vrai que oui, oui, vous avez raison. Si à trop en faire, après, on fait un Rambo, quoi. Voilà, pour aller vite, on Mm. fait un Rambo. Plus rien n'est tellement crédible, quoi. Ce que certains films américains savent faire. Enfin, savent faire. Oui, Attention, non, non, j'ai pas, non. Mais oui, ils sont friands de ça. Après, est-ce oui, que c'est autre chose. Et puis ça remonte à Graines de violence, par exemple. oui, Ouais, exactement. Donc, c'est pas c'est clair. quelque chose qui date. Il y a aussi autre chose qui est omniprésent dans vos analyses, donc dans ce podcast. C'est l'ennui scolaire. L'ennui scolaire. Et moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il faudrait que les films soient aussi ennuyeux pour le C'est une coup? vraie question. J'ai toujours pas la. Enfin, j'ai pas vraiment la réponse parce que ben, est-ce que ce serait pas contre son camp, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que si ben, les gens se cassent du film en cours de route parce que finalement il est trop réaliste, bon, ben, c'est dommage, hein. Quand on fait un film, j'imagine qu'on a envie que les gens le voient jusqu'au bout. Après, je me suis pris à penser il y a quelques semaines en voyant la série Netflix Adolescence, là, qui est les 4 plans séquences que la série comporte, avec un des plans séquences qui est dans le collège. Et je me suis dit, bon, à défaut de faire un film qui rende entièrement l'ennui, tout, peut-être, alors le problème c'est que maintenant c'est très très à la mode le plan séquence, mais peut-être qu'un plan séquence pour filmer 1 heure ou 1 heure et demie de ce qui se passe dans un collège, ça rendrait peut-être déjà une assez bonne ambiance. Et donc peut-être qu'on irait vers quelque chose d'un petit peu plus vrai et de plus pesant, parce que justement on verrait les minutes s'écouler. Euh, mais je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Comment faire pour rendre l'ennui sans que ben, ça ennuie de la première à la dernière minute le spectateur. Voilà. Donc, moi, je suis bien malin, je dis des trucs comme ça. Ça va qu'on ne me demande pas de faire un film sur l'école, parce que je pense que ce serait l'un des plus mauvais du corpus. Hein. Donc, Ah bah c'est marrant parce que je crois que c'est la dernière question que j'avais prévue, mais je vous en parlerai après. Je crois ouais, la dernière question, elle est un peu dans ce sens-là. J'ai une question à vous poser sur, comment dire, moi je ne suis pas prof, mais j'ai l'impression de me considérer, j'étais un très mauvais élève, et donc, mais par contre, ce que vous dites, ça c'est vraiment passionnant. Enfin, tout est passionnant dans le podcast, mais quand vous parlez des élèves, c'est très intéressant parce que, euh, en fait, comment vous pouvez expliquer la pauvreté, voire la caricature des rôles d'élèves pratiquement dans beaucoup de films qui parlent de l'école. je sais pas. Je sais pas si c'est. Alors, je pourrais être tout à fait méchant en disant, en fait, c'est parce que on croit que c'est caricatural, mais en fait, c'est très vrai parce qu'ils sont exactement comme ça. Je pourrais dire ça, parce que dans une certaine mesure, j'aurais pas complètement tort de dire ça. Et je pense que, par exemple, dans La Vie scolaire ou des choses comme ça, où c'est peut-être pas là le film où ils sont le plus maltraités d'ailleurs, parce que c'est un peu les personnages finalement principaux, les enfants. Mais je pense qu'ils ont vraiment pris des caractères de jeunes gars qui vivent par là, et ils les ont pris dans le film, et donc ils jouent leur propre rôle, j'imagine, pour certains. Mais sinon, euh, je pense que le problème principal, c'est que il faut toujours que ça rentre dans la narration. Donc, il faut toujours à peu près des utilités, comme on disait au théâtre au 17e, là, ou je sais pas quand. C'est-à-dire, bon, ce personnage-là, qui lui est un peu transparent, lui va pouvoir être bien pour mettre le feu aux poudres, lui va pouvoir être bien pour soutenir le prof et puis se retourner contre lui. J'ai l'impression que c'est un peu vu comme ça. Alors, probablement qu'en soi, c'est pas complètement délirant. C'est-à-dire qu'il y a probablement tout ce genre de profil dans une classe. Mais il faut toujours que ça, en fait, j'allais dire, il faut toujours que ça brille un peu, quoi. Il faut toujours, Mmh. c'est pour ça qu'on prend les personnages les pires, que ce soit souvent les plus méchants au début, pour les transformer ensuite en très gentils petits élèves. Parce que il est évident qu'il y a 80% oui, entre 60 et 80% d'une classe où on dirait, bon, on va pas faire un film sur lui. On s'en fout de cet élève, il est nul. Enfin, il est nul parce qu'il est transparent. Et moi, c'est ça que je dis à un moment dans le podcast, c'est que je trouve que c'est un peu triste parce que déjà qu'ils sont invisibilisés peut-être déjà en classe toute leur scolarité, ces élèves qu'on voit jamais trop, et en plus ils sont invisibilisés au cinéma parce que ils n'ont pas assez de relief. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on retrouve toujours le même genre de type de caractère dans les personnages, ou bien parce que c'est le cas, ils font bien marrer. En fait, je peux m'arrêter là.
pour certains films français notamment, parce qu'on va bien rire et puis ça va faire de bonnes images pour la bande-annonce qui sera au cinéma. Alors, on parle des élèves, mais il y a le personnage du chef d'établissement, ce que vous dites Ah d'ailleurs, oui, et il est souvent représenté comme, je l'avais noté, oui, lâche, dépassé ou absurde. oui. Est-ce que ce serait plus complexe que ça? C'est-à-dire, est-ce que ce serait symptomatique finalement d'une espèce de malaise un peu sociétal, comme ça, plus large? Je pense que évidemment, je m'aventurerai pas à dire qu'effectivement ils sont tous comme ça. Déjà parce que je sais que c'est pas vrai. Mais oui, 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 je pense que alors c'est étonnant parce que la plupart du temps, je reproche à ces films d'être complètement déconnectés des réalités de l'école et en revanche, s'ils présentent des chefs d'établissement comme ça, est-ce que c'est par mimétisme parce que les autres films le font, etc. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu ils ont un souvenir d'un chef d'établissement qui était forcément quelqu'un de dépassé? Ça, c'est étonnant. Cette constante est étonnante parce que, ou cette constance plutôt est étonnante parce que je pense qu'il y a vraiment là pour le coup de tout. En tout cas, moi je pourrais au moins le fixer comme ça. Dans les chefs d'établissement, on va des personnes qui sont subexistantes, c'est-à-dire qu'on ne voit quasiment jamais au travail, bon, et qui sont ensuite pénibles ou pas pénibles, c'est autre chose, jusqu'à l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on a des véritables tyrans. Et ça, d'ailleurs, les films le montrent pas tant que ça, alors que beaucoup, je pense, on fera un sondage auprès des 800 000 enseignants, je pense que les 800 000 ont connu des profs, des principaux ou des proviseurs tyranniques. Et ça, c'est vrai que, sauf si j'oublie quelque chose, mais je crois qu'on ne le voit pas beaucoup dans les films. On voit plutôt, oui, des chefs un peu débordés. Ouais, Voilà. Ou qui essaie de complètement à calmer. la Ouais. ramasse, c'est-à-dire Daroussin, qui il est déjà à la retraite, quoi. Lui, c'est visiblement, voilà. Ou alors, souvent contre le prof héros ou la prof héros, et plus avec les élèves, ou ce qu'on pourrait appeler les élèves dans les films, qui finalement ne parlent absolument pas des élèves, qui parlent d'autre chose. Mmh. Restons sur les personnages et les archétypes. On a un peu parlé de détachement, mais surtout de la journée de la jupe. Là, pour le coup, j'aimerais bien savoir que vous inspire la manière dont la violence, pour le coup, la violence scolaire, elle est mise en scène dans des films comme prenons la journée de la jupe, par exemple, où vous consacrez tout un chapitre, ou alors Détachement. En fait, la journée de la jupe, c'est ce que je mets toujours cette formule à chaque fois en disant bien sûr que ça peut arriver parce que enfin, je sais trop bien à quel point trop de choses que j'imaginais ne pouvoir pas arriver sont arrivées. Donc, ok, admettons que ça puisse arriver. Mais le problème de la journée de la jupe, c'est que dès qu'il y a ce pistolet dans l'équation, en fait, ça biaise un peu toutes nous enseignants, tous nos souvenirs de ce genre de choses. En fait, je crois parce que là, je parle de souvenirs quand même assez anciens maintenant, mais disons qu'il y a les quelques premières minutes du film, avant que le pistolet ne sorte, qui sont à la limite là très, très plutôt justes. Parce qu'il faut voir ce que les gamins se font entre eux, potentiellement à un prof, mais déjà ce qu'ils se font entre eux. Ça explique pourquoi, en fait, par moment, ils s'en prennent aussi au prof. C'est que les gamins sont capables d'atrocités à la fois verbales et physiques qui, moi, me font frémir quand même. Hmm. Parce que j'ai dû être un crétin de collégien, moi aussi. Hein, mais je n'ai pas souvenir d'avoir fait preuve, par exemple, de violence comme ça, systématique, envers tout le monde, tout le temps. Donc ça, pour le coup, le film, je trouve, le départ de ce film le montre bien, parce que je crois qu'il y a des frictions déjà entre les élèves dès le début du film. Mais après, voilà, cette arme, en fait, elle vient casser le la suspension volontaire d'incrédulité qu'on voudrait accepter, eh ben, je trouve que ce pistolet, il casse un peu, il casse ça parce que tout à coup, c'est trop. Voilà, c'est un objet en trop. Et puis bon, après, il y a tout ce que j'explique par ailleurs. Là, je sors un peu de la question, mais c'est-à-dire que l'utilisation qu'elle en fait, à partir du moment où finalement elle a ce pouvoir, cette baguette magique qui est l'ultime baguette magique, hein, une arme à feu, bon, qu'elle s'en serve comme ça, moi je trouve ça vraiment dommage, quoi. Franchement, il y avait plein d'autres choses à en faire. Mais je suis passé à côté non, de la question, je crois. Non, mais ça me permet. Alors, c'est par exemple, non, ça me permet aussi, parce que dans ce film-là, même si elle a un pistolet, un flingue, on voit quand même en elle, on comprend aussi pas mal de choses qui sont de l'ordre aussi de la solitude dans le quotidien. Et
Et vous dites par rapport au film La vie scolaire, qui met donc en scène des surveillants, des CPE, des profs, etc., qui sont aussi dans ce livre, vous utilisez, si je ne me trompe pas, je l'ai noté, la désinstitutionnalisation douce. Et ça, qu'est-ce que ça serait, ça, ce genre de situation-là? Oui, par rapport par rapport au personnage, comment elle s'appelle, Bergerac, c'est la solitude absolue dans laquelle elle se retrouve. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, de toute évidence, hein, d'après ce qu'on comprend dans le film, elle est lâchée par tout le monde, quoi. Elle n'a plus qu'une copine, collègue, donc il y a, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on on peut déjà difficilement réussir à vieillir bien dans ce métier. Mais alors en plus, si on est complètement isolé, je crois que ça rend la chose encore plus impossible. Mais là, je barbouille un peu là parce que je ne me souviens plus d'avoir écrit ça. Vous m'avez dit là. Alors moi, je l'ai entendu, parce que je ne l'ai pas lu, enfin, je l'ai plutôt entendu, mais peut-être que je me trompe, mais je crois l'avoir entendu, je l'avais même noté. Et comme par exemple, alors ça pour le coup, comme par exemple, il y a une espèce de... Enfin, les disciplines scolaires sont souvent absentes, et c'est ce que j'ai noté aussi dans les films, au profit de... comment on peut interpréter le fait que beaucoup de films ne parlent pas de ça, des disciplines scolaires? Est-ce que c'est au profit de l'affectif, du relationnel? Moi, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aussi à certains choix de personnages. C'est qu'ils savent que c'est trop chiant. C'est que, en vrai, une heure de cours, mais pour les élèves, pour les profs aussi, mais pour les élèves, c'est interminable. Donc, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on ne pourrait pas, et ça je l'avais écrit en toutes lettres, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire un film vrai, enfin, on peut faire ce qu'on veut évidemment, mais un film qui prendrait de la première à la dernière minute d'un cours, un film de 55 minutes, mais quel enfer, quoi. On serait obligé de faire en sorte qu'il se passe des choses en plus du contenu pédagogico-didactique. Mais c'est ce qu'essaye de faire plus ou moins Laurent Cantet avec François Bégodeau dans Entre les murs. Oui. Voilà, faut en parler de ça. Ouais. Oui. C'est ce qu'il essaie de faire et ce qu'il fait plutôt bien, parce que Laurent Cantet, quand même, moi j'ai beaucoup d'admiration pour, pas forcément tout ce qu'il a fait, mais avec un de mes films, je me shoot à ce film une fois par an à peu près, c'est Ressources humaines. Et Oui. pour moi, oui. voilà, il a fait quelque chose de quasiment indépassable dans ce domaine. Et c'est vrai que forcément, en fait, j'ai tendance à juger ce qu'il fait à l'aune de ça. Et donc, c'est ce qui fait à la fois, ce que je dis sur Entre les murs, à la fois que je trouve plein de situations très réussies, et puis d'autres peut-être moins. Et puis bon, on va pas se mentir puisque j'en dis quelques mots. Et puis il y a le problème François Bégodeau dans le film, mais qui est à la fois un problème et à la fois en même temps, ça je l'explique suffisamment dans le podcast, mais je dirais une déformation de ma part. C'est-à-dire le fait d'avoir de la peine à pouvoir faire la distinction entre le personnage et l'auteur-interprète du personnage. En sachant d'ailleurs même pas s'il faut en faire une d'ailleurs de distinction ou pas, parce que c'est pas moi qui ai vécu son histoire, donc est-ce que tout ce qu'il y a Entre les murs est directement puisé dans ces expériences de prof? Ça, moi, je l'ignore, par exemple. Est-ce que la plupart des films de profs sont faits par des gens qui ne connaissent pas l'école? Je pense que oui. Oui, je sais que vous en parlez un peu dans le podcast. Je pense en même temps, je dis ça, je pense que oui, en sachant que je pense que les gens sont contaminés par l'effet Dunning-Kruger, vous savez, ce truc où très vite on pense maîtriser un sujet avant d'arriver à un stade où justement on comprend qu'on ne sait pas tout, et donc on arrive vers une forme d'humilité. C'est l'effet de ces psychologues, l'effet Dunning-Kruger. Et il y a ce truc que je dis au tout début, c'est que évidemment l'école, tout le monde. Moi, j'ai espéré que mes 2 chats viennent pendant, et là, c'est le vôtre qui vient. Alors, voilà, moi, Il n'arrête pas de miauler, c'est insupportable. Donc, et je vais laisser ça au montage parce que ça fait partie de j'espère. Mais je pense que le problème de l'école, et peut-être que ce serait valable pour d'autres choses, mais c'est que littéralement tout le monde y est passé. Enfin, on connaît peut-être tous une personne qui a été scolarisée à la maison jusqu'à ses 29 ans, je ne sais pas, mais enfin, la plupart des gens sont allés à l'école. Donc, tout le monde a un avis dessus.
tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ceux qui n'y sont plus, ceux qui n'y travaillent pas, ont un avis parce qu'ils ils y ont des enfants, ou même parce qu'ils en entendent parler, comme tout le monde a un avis sur la grève SNCF. Il y a même des gens qui ne prennent pas le train et qui vont être contre la grève SNCF alors que ça ne les concerne pas. Donc c'est évidemment, je pense que comme pour plein de sujets, en fait, tout simplement, les réalisateurs ne sont pas des gens plus intelligents que la moyenne. Ils sont malheureusement, je ne crois pas qu'ils soient beaucoup plus cultivés que la moyenne mondiale. Hein. Et en revanche, je pense que certains, et ça, c'est le truc où je suis un peu méchant dans le texte, c'est que je pense vraiment que la position d'artiste, on peut dire artiste en général, de réalisateur, je sais pas quoi, il faut quand même que certains prennent le melon et se disent que finalement, comme ils ont une idée de l'école, de ce qu'est l'école, ils vont la faire partager à tout le monde, alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que déjà, ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils racontent, c'est complètement à côté de la plaque, mais aussi, parce que si c'était que ça, je ne me serais pas amusé à écrire un truc, mais aussi que ça fait finalement beaucoup plus de mal à l'école que de bien. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc, moi, qui finalement est un peu mon cheminement. Parce que je ne vais pas commencer, qui serais-je pour commencer à dire, il y a des films qui sont bien, réussis, d'autres qui ne le sont pas, et loupés. M'en fous. Non, moi, c'est quand ça commence à toucher à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire une part de dangerosité. Ouais. Il y a un peu de danger à représenter l'école d'une certaine façon. Ça fait du mal à tout le monde. Est-ce qu'on peut encore représenter l'école sans tomber dans la nostalgie, l'idéologie, le fantasme? Est-ce que c'est possible? Je sais, là, pour le coup, je me demande. Je me demande parce que, vu les crispations qu'il y a aujourd'hui sur plein de choses dans la société, et des crispations parfois tout à fait légitimes d'ailleurs, hein, ben, en fait, je vais répondre que oui, parce que je trouve qu'il y en a qui. La lutte des classes, par exemple, est un film plutôt réussi et qui parle à la fois de l'école et à la fois de la société, justement, de la gentrification, de ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est un film plutôt réussi socialement pour ça. Non, mais il faut pas. Voilà, je ne veux pas être définitif. Bien sûr que je pense qu'il y a des gens pourraient arriver, réussir à faire des choses vraiment très, très bien sur l'école, plus équilibrées. Mais donc oui, si, j'allais dire non, mais si, il faut répondre oui, parce qu'il faut avoir un peu d'espoir quand même. Après, il y aura toujours des gens qui diront que c'est ou bien misérabiliste, parce qu'en fait, ils connaissent pas l'école et ils se rendent pas compte que beaucoup de films qu'on a parfois traités de misérabilistes sont en fait beaucoup plus optimistes que la réalité. Donc, et puis cette étiquette au misérabilisme, je la trouve un peu facile. Et puis, il y aurait sans doute des gens qui trouveraient leur compte si on montrait des écoles abandonnées parce qu'ils pourraient comme ça pointer du doigt facilement les soi-disant responsables. Bon, vous voyez à quoi je peux faire allusion, quoi. Dans un pays où au deuxième tour de l'élection présidentielle, on met le Front National deux élections de suite. Je pense qu'il y a des films sur l'école qui en étant très réalistes, donneraient du grain à moudre aux mauvaises personnes. Voilà. Il y a plusieurs de vos critiques qui laissent entendre que le cinéma agit comme, pour le coup, producteur d'ignorance sur l'école. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un cinéma, on en a un petit peu parlé au début de l'émission, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un cinéma qui informerait vraiment, pour le coup? J'allais dire un cinéma documentaire, mais c'est même pas forcé parce que je connais pas très très bien, mais je connais quand même suffisamment les biais qu'il peut y avoir dans le documentaire. Donc le documentaire n'est même plus forcément garanti d'authenticité ou de qualité. Donc ça suffit pas. Et puis laissons le travail de la fiction à la fiction. Moi, je veux croire qu'il y a. En fait, c'est comme pour tout. C'est que je pense que souvent, c'est juste un manque de travail. En fait, c'est ça. Là, c'est le prof qui va parler. C'est qu'en Oui. fait, à certains réalisateurs, on pourrait leur dire: «Mais c'est pas que vous êtes méchants, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est juste qu'en fait, pardonnez-moi l'expression, mais sortez-vous un peu les doigts. Vous avez écrit votre scénario en 14 minutes le vendredi soir, avec 2 grammes, dans chaque bras et puis vous vous êtes dit: "Ça va faire un super film"». Mais en fait, je suis sûr qu'il y a plein de réalisateurs ou de scénaristes, parce que je parle toujours de réalisateurs, mais il y a quand même des scénaristes aussi, qui ont les compétences et pourraient faire des trucs vraiment formidables, mais
interrogez un peu, prenez un petit panel, prenez des gens du métier que vous connaissez, allez visiter peut-être quelques semaines en immersion un établissement. Je pense que le cinéma peut payer une personne pendant 15 jours pour aller dans un collège de banlieue quelque part, si le sujet c'est un collège de banlieue, pour regarder un peu comment ça se passe, quoi. Et je trouve que ce serait un travail intéressant d'ailleurs pour un écrivain, enfin un scénariste, d'avoir cette matière-là. Moi, je trouve que c'est en fait surtout de la fainéantise la plupart du temps qui produit ce genre de film. C'est pas que les gens sont fondamentalement mauvais. Je suis pas sûr que dans la plupart des films du corpus, il y ait eu vraiment une intention mauvaise au moment de leur création. Voilà, je ne crois pas. Je pense juste que l'ignorance, elle est au fond de chacun de nous, en fait, et on la combat en essayant de développer notre esprit, en essayant d'apprendre toujours un petit peu plus. Et moi, je suis ignorant sur beaucoup de domaines, donc a priori, je ne vais pas aller me la ramener sur ces domaines-là. Ouais. Si un réalisateur vous propose de coécrire un film sur l'école, est-ce que vous accepteriez déjà? Et surtout, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on y voit? Enfin. Alors, je me la pose depuis un petit moment, cette question. Je dirais, étant donné que j'ai déjà un métier, j'accepterais certainement, parce que ça mange pas de pain. Je pourrais toujours lâchement me casser au bout de quelques semaines en disant je suis désolé, je n'arriverai à rien, je suis un misérable, prenez quelqu'un d'autre. Voilà, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Je pense que, à mon avis, ça se passerait comme ça. Parce que j'avoue que je serais quand même là aussi un peu mesquin si je donne un peu des leçons à droite à gauche. Et si on me demandait et que je refusais, ce serait quand même un peu mesquin. Après, la question que je me pose depuis très longtemps, c'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans un film? Et c'est ça où j'ai pas encore, bon, faut dire qu'on m'a pas encore demandé donc de coécrire, donc ça va, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait. J'aimerais, disons que c'est pas tant des choses précises que je peux dire que c'est des questions de nuances, c'est des questions d'équilibre, c'est des questions de temporalité, choisir la bonne temporalité. C'est-à-dire, on fait un film, ok, est-ce que c'est forcément sur une année scolaire? Bah non, pas forcément. Hein, peut-être que juste sur une semaine, on peut déjà faire un film incroyable sur une semaine à l'école. Euh, Ça, je pense que c'est une des choses sur lesquelles j'insisterai. Et puis peut-être, au risque de faire quelque chose de peut-être un peu décousu ou un peu difficile à suivre, c'est essayer de montrer plus de gens que ce que les films, la plupart des films que j'ai pu voir pour l'occasion montrent. Une classe, c'est entre 25 et 35 élèves avec un bonhomme ou une bonne femme en face. Donc rien que pour une classe, déjà, il faudrait s'arrêter là-dessus. Et puis un collège, c'est 500, 600, 1000, parfois 2000 élèves dans certains lycées. Il y a des choses comme ça qui sont un peu trop, qui seraient sur mon gros tableau comme ça de travail. Voilà le genre d'éléments qu'il faut à tout prix avoir. Moi, je veux, et là je prêche pour ma paroisse, c'est vrai, je veux aussi comme élément important dans la recette, c'est qu'il faut me montrer au moins une séquence avec une détresse professionnelle coton. Voilà. Parce que franchement, c'est impossible de ne pas aujourd'hui, dans le cinéma français, parler du fait que je pense que la moitié des profs veulent se barrer. Voilà. Et que, évidemment, la moitié ne part pas, mais que moi, chaque année, j'ai des collègues qui quittent l'éducation nationale. Chaque année. Donc, ça, c'est quand même un truc, ne pas en parler, c'est, voilà, c'est faire un film sur le Titanic sans la mer, quoi. Enfin, j'en sais rien. Bon. En tout cas, il y a un podcast, un bien triste métier. Le podcast est disponible sur pas mal de plateformes. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir l'écouter. Et je vous y invite fortement, vraiment. C'est parce que ce que j'ai oublié, oui, je vais quand même terminer sur une dernière question, parce que ça, c'est que on l'a entendu là pendant 55 minutes, on vous entend. Et dans le podcast, il y a des moments comme ça où, comment dire, c'est pas des effets comiques, mais il y a parfois des moments où il y a une tonalité acide, un peu satirique. Et moi, je me suis posé, et c'est vivant, c'est vivant. Mais moi, je me suis posé cette question, est-ce que c'est pour vous une sorte de forme de protection, ou alors c'est vraiment un ressort rhétorique? C'est de la protection. C'est de la protection. Moi, je fais pas beaucoup de. J'aurais aimé, mais je fais pas beaucoup de rhétorique.
je suis comme ça, j'écris comme je suis, et je pense que d'ailleurs le podcast, c'est à peu près la même façon. Bon, il est écrit évidemment, mais je veux dire, je parle comme ça aux élèves, avec la même, parfois avec la même violence que celle que je peux avoir dans le texte. On se cache un peu derrière les mots, et c'est vrai que le fait que ce soit lu, je pense que ça permet de finalement en dévoiler davantage. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel moment je reprends ma respiration. Enfin, je veux dire par là, c'est un moment un peu léger parce qu'il y a des choses qui m'amusent. Et puis, à d'autres moments, bah, il y a des choses, je suis bien obligé de les lire, elles sont écrites et elles m'amusent plus du tout. Non, je crois vraiment, là, pour le coup, je sais pas, je crois, le truc est d'une sincérité totale. Je veux dire, en revanche, j'espère qu'il y a des moments qui font rigoler, parce que je sais Oui, que oui, oui, forcément, il oui, y a bien des sûr. petites anecdotes qui sont drôles, et que moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me fasse plus plaisir dans la vie que de faire rigoler les gens, hein. Donc, voilà, j'espère que ça marche, et que je ne fais pas juste pleurer les gens, et que les jeunes étudiants qui l'écoutent ne vont pas tous abandonner le métier. Enfin, je serais un monstre si c'était. Bon, mais voilà, c'est pas mon objectif. Je vous le confirme, on rit parfois, effectivement. Un bien triste métier, c'est un podcast de 12 épisodes plus un post-scriptum, comme disait l'autre, donc ça fait 13 épisodes. Les informations sont dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Je vous y invite fortement, je me répète, mais c'est pas grave. Et l'auteur de ce podcast, c'est Quentin Victory Lédier. Et je suis vraiment très content qu'il ait pris 1 heure de son temps juste après l'école pour pouvoir, c'était son devoir d'école pour le coup, pour pouvoir Oui, discuter, renouer le dialogue avec moi. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Quentin. merci beaucoup, Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.